You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 17e épisode de la 3e saison de Cold Facts. Avant de parler des matchs du mardi et de revenir un petit peu sur la semaine des clubs romans, on a eu une bombe, on ne peut pas le dire autrement, de Reto Raffainer qui devient Chief Sport Officer du côté de Berne. On va commencer par parler de ça, un poste aussi où on imaginait peut-être voir Chris McSorley. Et puis après, on revient sur Fribourg qui a un petit peu plus de peine contre les gros, même si ils auraient mérité quelque chose de mieux que ce point récolté à Zurich mardi soir avec cette défaite en prolongation. On passe après à Genève qui, lui, alors a livré un match de toute beauté. Défait quand même par Zug, mais quel match! Assurément un des meilleurs matchs de cette saison. On revient après à Bienne, juste après nos pronostics. Bienne qui a perdu contre Davos, mais qui va nettement mieux et qui se rapproche du top 6. Salut Greg. Salut Jean-Fred, tu nous avais fait un beau plan. On commence par Fribourg, on va ensuite du côté de Genève, et puis voilà, puis bim, Reto Raffainer à Berne, annoncé 5 minutes avant l'enregistrement. Merci les gars pour le timing, on adore ça. C'est incroyable. En plus, alors, Raffainer, on rappelle, directeur sportif de Davos, qui va prendre un poste, alors attention, CSO, Chief Sports Officer, donc responsable. C'est l'équivalent de directeur des opérations hockey qu'a Peter Svoboda à Davos, sans vouloir comparer les deux. À Lausanne, pardon, sans vouloir comparer les clubs et les situations, etc. Là où Svoboda est en plus propriétaire. Mais bref, il va Raffainer à Berne va chapeauter Florence Schelling, qui n'est, de ce que moi je comprends de la situation. Après, je suis pas dans le bureau, mais c'est que elle va continuer de faire son job, elle est toujours directrice sportive, ça ne change pas. Par contre, ils mettent quelqu'un dans le département hockey qui va tout gérer la structure hockey du CP Berne. Et c'est, pour moi, il va prendre une partie de la responsabilité qu'avait Marc Luthi, qui veut gentiment se sortir du sportif. Il se rend compte que ça devient compliqué pour lui. Il va s'occuper de la gastronomie, du marketing et de tous ces aspects-là. Mais le sportif, il laisse aux gens du sport. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. C'est un poste, il me semble, qu'on convoitait, ou en tout cas où on imaginait ces dernières semaines Chris McSorley. Oui. On a d'ailleurs une question à ce propos de Coralie. McSorley à Berne pour l'interrogation. Est-ce que c'est une voie de garage pour Florence Schelling? Et puis elle pointe du doigt aussi alors, la fameuse image de Klaus Zaug, de la reine d'Angleterre, qui est un petit peu là pour le décorum, mais qui n'a finalement pas de pouvoir décisionnel. Cette image me fait beaucoup rire et on connaît Klaus et on sait que... Moi, ce que j'aime bien chez Klaus, il est très décrié, mais c'est car lui, il va faire aucune distinction homme, femme, il envoie des secoués à tout le monde et ça, faut lui laisser. Pas justement, j'ai vu des réactions, ouais, c'est parce que c'est une femme. Non. Je crois qu'il y a peu d'hommes qui sont épargnés par Klaus Zaug depuis 40 ans à peu près, qui fait ça, voire plus, 70 ans, j'en sais rien. J'ai l'impression que Klaus, il a toujours la même tête depuis que je fais ce métier. Il n'a pas vieilli d'une ride, donc il est intemporel, Klaus Zaug, et comme ses blagues d'ailleurs. Donc ça, c'est un truc qu'il faut lui laisser. Il va tirer à vue sur tout ce qui bouge quand il estime qu'il faut le faire. Alors là, je pense qu'à aucun moment il s'est dit que c'était parce que c'est une femme. Mais est-ce que c'est une voie de garage pour Florence, vu que c'était le poste que convoitait Chris McSorley, effectivement, de ce que je sais, il était là pour cet engagement-là. Il était aussi dans la course jusqu'au tout dernier moment. Moi, je pense qu'elle va pouvoir continuer de travailler. Mais est-ce que c'est peut-être bien de la chaperonner? Moi, je pense que oui. Mais là aussi, pas parce que c'est une femme ou j'en sais rien. C'est juste que c'est quelqu'un, et comme on l'a dit lorsqu'elle a été embauchée, qui n'a absolument aucune expérience. Et elle a eu une chance quand même du coup marketing qui a aussi découlé de ça, c'est qu'elle était intouchable au jour 1 où elle est arrivée en poste. Très juste. Est-ce qu'elle était compétente pour ce job? Peut-être, on ne savait pas au moment où elle était engagée. Est-ce qu'elle l'est aujourd'hui? On ne sait toujours pas, parce que finalement, un GM, il faut lui laisser du temps pour mettre en place son équipe. Elle a hérité d'une équipe qui était... on en a déjà suffisamment parlé, qui a plein de problèmes. Donc laissons-lui du temps pour évoluer, pour grandir, pour progresser, mais peut-être d'avoir quelqu'un pour la chaperonner, un Reto Raffainer qui est quelqu'un d'expérimenté, qui a fait du bon boulot à Davos depuis qu'il a repris le job. Et il la connaît.
Et il la connaît de l'équipe de Suisse. Il la connaît clairement de l'équipe de Suisse. Et je pense que cette connexion-là, elle a joué un rôle dans l'arrivée de Rafaener et aussi dans le fait que je peux imaginer que cette connexion va fonctionner dans le sens où ils se connaissent, où justement ils ont ce passé commun. Chris McSorley n'avait pas ce passé commun avec Florence Schelling. Et peut-être que là, il y aurait peut-être eu plus d'étincelles. Ouais, ou de danger, mais de toute façon, il va venir tout vampiriser. Max Orley, elle va faire la reine d'Angleterre pour reprendre l'image de Klaus Tag, avec un Rafaener qui va avoir d'autres chats à fouetter. Je pense que tous les engagements que va proposer Florence Schelling vont passer par Rafaener, c'est complètement logique. Peut-être qu'il y aura des impulsions qui viendront d'en haut, c'est complètement logique aussi. Mais moi, je pense que tout le monde a y gagné. Florence Schelling, la première. Et moi, je le vois plutôt comme une bonne chose pour elle, plutôt que comme une mise au placard. À part ça, il y a du mal alpha au STB. Entre Marc Lutti, Marc Streit, Reto Rafaener. Enfin, il y a de l'ego, il y a des gars... Je pense que Rafaener est un ambitieux, et j'aime beaucoup comme sur son travail, mais on parlait aussi de lui. Tout d'un coup, il y a un article qui est sorti sur le poste de René Fazel. Incroyable. Et ça vient un peu de nulle part, alors que quand j'avais discuté avec Fazel, il me disait qu'il voyait pas forcément un Suisse capable de lui succéder après. Et puis là, tout d'un coup, le nom de Rafaener pop comme ça. Et tu sais son entre-gens, tu sais que quand il était avec l'équipe de Suisse, quand il était directeur des équipes nationales, il a sans doute dû beaucoup avoir de connexions avec les autres pays. Il est allé aux États-Unis, il est allé au Canada. Donc, c'était pas complètement absurde. Il se trouve que quelques jours après, c'est dégonflé puisque voilà, il va à Berne. Mais en tout cas, on voit que Rafaener avait envie, il a de l'ambition, il voit plus loin que simplement... Davos, c'était pas éternel. Non, visiblement pas. C'est sa deuxième saison à Davos seulement. Et ça, je trouve surprenant quand même que Davos le laisse partir finalement. Après, est-ce que Davos a eu le choix? Parce que quand Berne t'appelle et te dit tu vas devenir... Faut se rappeler que Reto Rafaener donc, est grison, mais a joué à Berne. Il y a aussi des attaches. Donc je peux imaginer que ça a joué un rôle dans sa décision. Et quand Berne t'appelle, c'est quand même l'organisation la plus prestigieuse d'Europe. Je pense qu'on peut le dire. Qui avec son public, avec tout ça, et l'ambition de reconstruire ce club, le Make Bern Great Again, on va dire. Elle est belle cette comparaison, je pense. Mais bref, j'imagine que ça te donne envie peut-être de faire quelque chose, et il se rendait sûrement aussi compte qu'à Davos, oui, il peut faire plein de choses. La direction prise avec un mouvement vers les jeunes, avec l'engagement de Simic, de Prassel, de Nussbaumer, de tous ces jeunes joueurs pour l'avenir, ça devait sûrement le botter. Il a bien fait son job, à part ça, avant de partir, je trouve. Absolument. Je pense que ça devait bien le botter, mais au bout d'un moment, est-ce que vraiment... Ça n'a rien à voir, je parle dans tous les sens, mais il y a 1 mois et demi, on m'a dit « Ah tiens, Mikaenauer pour aller à Davos, je crois que Rafaener est en train de le courtiser. » Je dis « Ah bon, ok. » Puis ça sort pas ce genre d'infos, parce qu'on en entend beaucoup des comme ça, et puis il n'y a qu'une source, et puis... Puis après, on me dit « Ah non, je crois que Mikaenauer, il va prolonger à Berne de 3 ans, quelque chose comme ça. » Je dis « Ah bon, ok. » Puis c'était il y a 2 semaines. Puis je trouve rigolo de se dire, du coup, dans un premier temps, il était potentiellement sur le départ d'Avos, finalement, non, tu restes à Berne, sachant qu'en coulisses, tu as des tractations avec un Reto Rafaener pour peut-être venir à Berne. Je me dis, tout est peut-être interconnecté à un moment ou un autre. Quand un talent comme Enauer est sur le départ à Berne, ça aurait été un sacré coup, dur. Peut-être que là, sachant qu'il y aura un nouveau départ, qu'il y a un nouveau GM qui vient, c'était important pour lui de rester là. Et peut-être que Rafaener aussi a dit, non, mais il faut rester à Berne. Ça, je sais pas, je me rends pas compte comment ça fonctionne. Mais toujours est-il que je pense que je salue cet engagement parce que Rafaener, c'est quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui est jeune dans sa façon de penser, de voir le hockey, d'inclure l'utilisation abusive presque des statistiques avancées dans son équipe, dans la façon de créer son équipe et d'analyser ses matchs et de penser l'avenir, etc. Moi, j'aime bien ce GM et je pense que pour moi, c'est le meilleur transfert de Berne depuis un sacré moment. Alors on passe à Fribourg pour reprendre les romans. Greg, tu étais au Wahlenstadion. Une défaite 3-2 après prolongation qui faisait suite à une défaite contre Genève dimanche, j'y étais, à la BCF. Et puis une victoire, alors là ça remonte finalement à vendredi dernier contre Rapperswil. Si on reprend les derniers matchs, on sent qu'il n'y a pas manqué grand-chose contre Zurich. Contre Genève, c'était plus compliqué. Voilà, on savait que c'était un peu le passage
où on allait voir si Fribourg en avait vraiment assez dans le coffre face au gros. Contre Genève, ça n'a pas passé. Contre Zurich, ça a failli passer. Ouais, contre Zurich, je pense même qu'ils doivent gagner. À l'interview d'après-match, c'est un peu ce que tout le monde avait l'air de dire. C'est bon, ben ouais, ok, on perd en prolongation. Le puck en prolongation, il est tombé d'un côté, c'est égal. Et ben powerplay. Donc. Exactement. Mais dans les faits, sur les 40 dernières minutes, Fribourg a dominé Zurich. Et mine de rien, dominé Zurich à Zurich. Et surtout, il faut faire des fois attention à ces statistiques de shoot des 2 derniers tiers. Tu peux te prendre 3-0 au premier tiers, puis tu fais oui, mais sur les 2 derniers tiers, on a 41 shoots à 29. Ouais, mais vous étiez mené 3-0, les gars, forcément. C'est normal. Par contre, là, il y a 0-0 après un tiers, et sur les 2 derniers tiers, Fribourg est la meilleure équipe sur la glace pendant 40 minutes. Donc ça, c'était très positif. Après, ben voilà, il y a ce but, on l'a vu et revu sur les réseaux sociaux. D'abord, il y a une image qui est sortie qui était d'assez mauvaise qualité. Je critique pas la personne qui l'a mise, c'était mieux que rien. Moi, étant dans la patinoire, l'écran géant de Hallenstadion est très loin, je vois pas, honnêtement. Ouais. Sur le banc, ils étaient convaincus que c'était au fond. Je comprends, à distance, mais la loupe de MySports a mis tout le monde d'accord. Me semble-t-il, ouais. Ça tape la latte, ça redescend. Oui, il y a un effet de parallaxe qui fait croire que peut-être, oui, on ne sait pas. Et au bout du compte, non, vu que le puck est en l'air, si le puck est au ras du sol, tu dis ok, ça c'est goal alors. Ouais. Mais là, non, il n'y a pas goal. Par contre, au bout du compte, c'est à ça que ça s'est joué, parce que 57e minute, tu as un powerplay qui était asphyxiant. Je sais pas, toi, tu étais en train de zapper sur 2 matchs, mais je sais pas si tu as vu ces 2 minutes-là où la première ligne de powerplay, c'était le premier powerplay de Fribourg, n'est pas sorti de la glace, parce qu'en gros, ils ont tiré, encore tiré. Il y a eu Eren qui tire sur ce poteau-là, il y a Dernay qui tire encore sur le poteau. Ben voilà, c'est un match qu'ils doivent gagner, mais au bout du compte, ils le perdent. C'est encore une défaite contre un gros. À la fin du match, Dubé, il a fait de l'humour en disant si vous me posez une question sur nos défaites contre les gros, je me tire. mais vraiment sur le ton de la boutade, parce qu'il savait forcément que ça allait venir sur le tapis. Puis il a dit mais pour moi, c'est pas une défaite. Oui, on perd 2-1, mais dans le jeu et dans le contenu et dans ce qui a été présenté sur la glace, il y a juste rien à dire. Par contre, là où tu l'as dit très justement avant, contre Genève, il y avait quelque chose à dire. Et là, je pense que Fribourg peut être proche, mais pour être proche, Fribourg doit réaliser un gros match. Et Fribourg en a réalisé un très gros à Zurich et a réalisé un match un peu plus quelconque contre Genève, et ça s'est vraiment payé. C'est là où tu vois peut-être une différence en termes peut-être de talent, de profondeur, c'est pas une aussi grosse machine que ne peut l'être un Zurich ou ne peut l'être un Genève. Mais je crois qu'en fait, on est d'accord avec ça. Enfin, ce serait peut-être même faux de dire ou de regarder ça avec des yeux de chimène, de se dire que Fribourg était forcément faisait partie intégrante du top 4 ou du top 5. C'est déjà super où ils sont finalement. Déjà, tu es dans le top 6. Honnêtement, rien que ça, on a vu que c'était clairement pas simple cette année. Avec ces quarantaines, avec ces matchs, moi déjà d'arriver à lutter et de pouvoir regarder dans les yeux sans aucun problème les clubs qui sont un peu plus, on va dire, solides ou construits ou riches, peu importe, on peut mettre la dénomination qu'on veut, c'est déjà pas mal du tout. Contre Genève, le truc c'est que 10 minutes, Fribourg a été très très bon. Ils sont bien entrés dans leur match, c'était dans la lignée du match contre Rapperswil. Et puis, on a vu que Genève, tout d'un coup, avait compris comment ça fonctionnait. Ils ont un tout petit peu changé leur style. Ils ont réussi à piéger la trappe fribourgeoise, ce 1-4. En gros, on voit souvent qu'il y a un joueur qui vient fort-checker et que les 4 ont plutôt tendance à se replier. Et que la vitesse, on l'avait vu aussi contre Lausanne lors des 6-1, tout d'un coup, c'est ça qui peut piéger Fribourg de temps en temps. C'est le truc. D'ailleurs, ils ont un peu ces sautes d'humeur, on va dire, dans un match. Fribourg, et c'est une des équipes qui est le plus sujette à ça, je trouve. Et je sais pas si je l'ai déjà raconté la semaine passée ou pas, ou raconté. Je peux raconter une histoire incroyable, attention. Non, mais moi, si on me dit il y a une équipe qui est menée 3-0 après 10 minutes, je dis c'est forcément Fribourg. Après, si on me dit il y a une équipe qui est menée 3-0 après 10 minutes, mais qui va gagner le match, ou 4-0 après 10 minutes, puis qui va gagner le match, je dirais là, c'est forcément Fribourg aussi. Et j'ai l'impression que c'est une équipe qui est sujette à ce genre de choses, à des petits passages à vide. Tu le disais très justement contre Lausanne aussi, c'est arrivé 2 fois qu'ils se sont pris but sur but sur but, puis tu dis ok, c'est juste un trou de 5 minutes qui te plombe le match. Et je pense que c'est un problème qu'a Christian Dubé avec cette équipe, c'est d'être constant sur 60 minutes. Et quand ils le sont,
bah, ça donne le match de Zurich où tu te dis ben voilà, ils doivent aller gagner à Zurich, ils le font pas, ben voilà, le puck a tourné en leur défaveur, mais globalement c'était un gros match sur 60 minutes, puis là ils arrivent à être nez à nez avec l'équipe d'en face. Même Zouk, je pense que s'ils ont des petits moments de moins bien, des sauts d'humeur durant une rencontre, ils vont pas se prendre 3 buts coup sur coup. Et c'est justement peut-être ce qui fait la différence entre le top 2, top 3 et les 4, 5, 6, 7 derrière. Mais au bout du compte, ce qu'on disait en début de saison, le bon, voire très bon début de saison de Fribourg leur permet de se dire, bon, bah, on gagne contre Davos, on gagne contre Rapperswil. Derrière, 2 défaites. Ces matchs-là, faut les gagner. Enfin, complètement. Puis derrière, 2 défaites, mais au bout du compte, quoi? Ça fait 28 matchs, 49 points. Fribourg est toujours en haut. Alors oui, avec plus de matchs que les équipes derrière. 7 points par match, qui est intéressant. Hein. Oui, puis même, moi, ce que je regarde finalement, et tu me dirais, c'est peut-être pas l'état d'esprit que doivent avoir les Fribourgeois, mais Bienne a 12 points de retard et quasi le même nombre de matchs. Et Bienne est la première équipe qui n'est pas qualifiée pour les playoffs, le top 6. Donc finalement, c'est cet écart-là qui est important. Et quand tu as mis les points au champ en début de saison, tu peux te permettre ces 1-1, victoire-défaite, victoire-défaite. Mais on rappelle, hein, on connaît assez notre championnat pour... c'est la même chose en NHL. C'est bien joli. Et je crois que c'est Dan Tangnes et même d'autres qui te disaient ça pour Zug. C'est un moment... alors, peut-être que cette année, c'est un peu spécial. S'il n'y a pas de play-off, tu gagnes la saison régulière, tu es champion de Suisse. Bon, alors, ça, c'est dans les fêtes. Mais pour moi, je pense que celui qui gagne la saison régulière n'est pas champion de Suisse. J'y suis totalement défavorable. Mais voilà, c'est une saison comme ça. C'est comme ça. Effectivement, ce serait vraiment... Surtout qu'on sait que Zug est quand même enclin à craquer en play-off. Donc, moi, j'aimerais bien voir cette équipe de Zug, si forte soit-elle maintenant, comment elle va être en play-off. Et j'adorerais voir ça. Et peut-être qu'ils vont arriver au bout. Mais oui, complètement. Mais j'aimerais bien voir ça. Mais en général, gagner la saison régulière, c'est bien joli. Mais on sait que c'est en play-off que tout se joue. Et que le but, c'est d'être dans les 6, finalement. Surtout que s'il n'y a pas de public, l'avantage de la glace, il est tellement marginal que je me dis, voilà, c'est ça qui sera intéressant. Ouais, à part à la Valachia, c'est dur d'aller. À l'Île-Fils, c'est dur d'aller. Il y a plein d'endroits où c'est dur d'aller quand même. Hein, attention. Puis à part ça, dans ce match, je sais que tu as dit, alors, il y a eu les poteaux et tout. Si je me fais un peu l'avocat du diable, les 2 goals de Fribourg, ils interviennent sur 2 bourdes des défenseurs. La première, c'est Noro qui pense qu'il peut faire le malin avec Aaron. Puis Aaron joue très très bien. Il le harcèle, il lui récupère le puck et il va battre. C'était Ludovic Weber au but. Oui, c'était Weber. De manière très très jolie. Et l'autre, c'est Gehring qui pense que en fait, sa main est plus forte que la canne de Stolberg. Stolberg est bien plus malin et touche ce puck. Et donc, il y a eu ces 2 buts. Et puis il y a aussi alors un autre truc, c'était que Kylian Motet, il n'est pas réapparu à partir de quoi, du 2e tiers. Oui, fin du premier tiers, il disparaît et on le revoit plus. Ils ont été rassurants à la fin du match en disant normalement ça devrait pas être trop grave. Par contre, là où je te rejoins concernant ce match de Fribourg, avant le but de Aaron, au passage il le met bien, mais il faut effectivement que Noro veuille jouer au plus malin, il a perdu sur ce coup-là. Mais avant ça, tu dis, ok, Fribourg est là, il y a 1-0 pour Zurich, Fribourg est au contact, mais comment ils vont faire pour marquer un but à Zurich? Et défensivement, ça tient la route, il n'y a pas de problème, il n'y a pas le feu à la maison, mais ça va pas être facile de marquer. Et oui, bon, après tu me diras, le hockey est un jeu d'erreur, il faut, s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. Mais là, c'est un jeu de grossières erreurs. Là, c'est quand même un jeu de grossières erreurs. Mais au-delà de ça, je pense que les occasions étaient là. Weber fait un tout bon match. Et je pense que depuis la Suisse romande, on ne se rend pas compte de la saison que fait Weber en ce moment à Zurich. Il me semble que chaque fois que je le vois, il est bon à très bon. Et c'est pas un hasard s'il a quasi pris la place de titulaire à Lucas Flueller. Et donc, offensivement, ça a tourné. Il y a eu le réveil de Yannick Aaron. De ce que je sais, il a été un peu brassé par Christian Dubé et mis devant ses responsabilités, mais mis devant sa mauvaise forme du moment. Il y avait quand même 7 matchs sans but pour celui qui est quand même censé être un buteur, qui joue en powerplay, à qui on donne des responsabilités. Ben voilà, il y a eu ce réveil-là, ça c'est positif pour la suite. Offensivement, ben voilà, Fribourg a besoin de Yannick Aaron pour performer. Et moi, j'ai bien aimé Andrei Bikov qui est monté en première ligne. Oui. Et il a amené un peu d'énergie. Il n'était pas bon ces derniers temps, mais il a amené quelque chose à cette ligne avec Desharnais et Stolberg. Puis ben voilà, Desharnais et Stolberg, je me demande quand même jusqu'à quand Fribourg va faire pour ne pas les re-signer. J'arrive pas à imaginer
qu'ils ne les re-signent pas. Après, à l'inverse, tu peux me dire, ouais, mais ce sera peut-être le moment de changer, justement, parce qu'ils vont arriver à un âge où tu ne dois plus les re-signer. Je Ouais. sais pas. Mais vu le niveau de jeu, surtout de Stolberg, on en a déjà parlé la semaine passée, hein, mais On revient, désolé Christian, si tu nous écoutes pas, mais Fribourg, c'est le prochain match vendredi, c'est à la maison contre Genève, puis dimanche à la maison contre Zurich, puis mardi prochain à Genève. Oui. Alors, on avait déjà parlé de ça la semaine dernière en disant que le calendrier était plus compliqué. C'est clair que là, ces matchs à répétition, on sera presque sur un rythme de play-off finalement avec des matchs solides. On verra encore une fois si Fribourg est fait d'un bois qui lui permet d'aller peut-être un petit peu plus loin. Ce serait cool pour les Fribourgeois d'en gagner peut-être une ou deux sur ces matchs qui viennent, mais ce sera clairement pas simple. Hein. non, pas surtout, on a vu on a vu le match de Genève et on y revient dans pas très longtemps contre Zug. C'est quand même un sacré beau niveau. Et Zurich, c'est Zurich en fait. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'être bons pour gagner des matchs. Ils n'ont pas besoin d'être bons pour avoir l'air Mais j'ai trouvé moins assez solide. bon. Mais il y a cette défaite à Langnau, les honnêtes parieurs s'en rappellent. Ouais, Wambry. Voilà, il y a deux, trois couacs dans cette équipe zurichoise. Après, le truc, c'est que sur chaque shift, tu as quand même du danger qui est présent à tous les niveaux, avec des Peterson, des Kruger. Moi, j'aime tellement voir jouer Marcus Kruger. Et voilà, Zurich, c'est ultra solide. Et c'est même en étant pas bon, et je l'écrivais pour Zug dans un article que j'ai écrit mardi matin dans 24 heures, même en étant pas bon, Zug a mis en place des habitudes qui lui permettent de gagner des mauvais matchs. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi cet aspect-là avec Zurich, c'est que même sans être très bon, au bout du compte, ils vont avoir le petit truc en plus qui va faire que le puck va tourner en leur faveur. Et c'est déjà d'être à leur niveau, c'est pas simple. Après, pour en gagner une contre eux, c'est vrai que c'est vraiment pas la mince affaire. Mais bon, Genève d'abord, et je pense qu'on te dira, prends match après match. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors, on passe à nos pronostics pour vendredi. Si on refait on rembobine. Vendredi dernier, moi j'étais parti sur une victoire de Zurich contre Genève. Je savais qu'il allait avoir une potentielle... On l'a vu combien de fois, le film de Genève qui joue avec 8 juniors élites, 3 Bambini et 2 Mosquito, puis qui fait chier une grosse équipe. C'est ça. Donc, combien de fois on l'a vu celui-là? Et puis l'histoire avec Asselin qui vient juste pour un match, qui est en licence B et qui marque le but décisif en prolongation. De toute façon, alors pour le pronostic, c'était de toute façon mort dès que ça partait. Oui, autant que les Romans gagnent des points. Hein. Exact. Et toi, c'était un peu spécial, c'est que tu avais pris, alors c'est passé ton pari d'ailleurs, sur Bienne. Bienne, je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait une cote qui était pour moi complètement mal placée. Bienne était à 3,45. J'ai mis une capture d'écran sur mon Twitter du pari que j'ai pris en enlevant ma mise de 4500 francs, évidemment, hein, 5% de la banque. Non, je rigole. Mais j'ai pu le prendre à 3,45 au moment où je fais le visuel. C'est moi qui m'occupe de l'aspect visuel. Alors attention, non, c'est moi qui place les logos, le visuel, c'est pas moi qui gère. On a une agence de com, la multinationale Colfax a son agence de com. Mais au moment de faire les visuels, ouais, je vois bien à 3,45 à Davos. Je dis ouais, bon, ok, feu. À Langnau. À Langnau. Évidemment, feu. Parce qu'on venait de leur mettre 4-0 à domicile. J'ai pas compris cette cote. Et il y a une sorte de crash au moment où j'ai publié... 4500 francs. Voilà, mais surtout au moment où on publie le visuel le lendemain matin, la cote était déjà pas mal tombée. Et pour terminer à 2,20, sauf erreur. Et ouais, alors là, en termes de crash, mais c'était quand même, je crois, 2,95 au moment où on le publie. Donc ça restait... Si ça avait été à 2,95, je l'aurais quand même pris en me disant c'est beaucoup trop haut. Ouais. Donc voilà, pour la cote, la belle cote faisait plaisir. La belle histoire. Donc les prochains matchs de vendredi... ça va être chaud. Hein, j'ai l'impression qu'on se répète à part ça. Moi, j'en ai identifié un, mais Zurich-Zug. Alors, le match au sommet, ou en tout cas un des matchs au sommet, j'ai envie de dire par principe, on va pas trop toucher, parce que ça peut partir... c'est à Zurich, mais voilà, Zurich qui gagne en prolongation contre... Mais Davos Tigers... J'aime bien les Davosiens, mais je sais que ça peut être... Davos, c'est tellement pas possible. Voilà. Ça va dans tous les sens. Exactement. Ambry-Lausanne, difficile. Lausanne va être de retour de quarantaine. On ne sait pas sous quelle forme. On sait qu'il y a eu 10 joueurs qui étaient absents, qui ont pu reprendre la glace.
Mais là, ça va être difficile. Bien Rapperswil, là aussi. Rapperswil, c'est juste une journée de merde. Et Fribourg-Genève. C'est compliqué dans tous les sens. Et moi, en fait, ce week-end, je vais jouer Davos-Bas-Lausanne. Pour moi, c'est le pari qu'il va falloir prendre. Mais le problème, c'est qu'il est samedi. Nous, on doit se concentrer sur les matchs du vendredi. Mais Lausanne en back-to-back, extérieur, à Ambry. Donc déjà un match, c'est pas évident. Retour de quarantaine. L'altitude à Davos. Peut-être même parier sur Davos gagne le premier tiers avec plus de 2 buts d'écart ou un truc comme ça. Ouais. Parce que je pense que si Lausanne arrive à faire un week-end à 6 points en n'allant pas perdre à Davos, franchement, chapeau bas. Parce que la répétition des efforts, vu les circonstances, ça va être très très difficile. Mais retour sur le match de vendredi. Moi, je sais pas, j'ai presque envie de jouer Genève va gagner à Fribourg. Je sais pas à combien sera la cote, c'est pas encore sorti. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même ça commence presque à être une sorte de complexe, si j'ose dire, des Fribourgeois contre Moi, je me méfie. contre les gros. Je me méfie parce que je me dis qu'ils vont pas se faire piéger. Enfin, je veux dire, Christian Dubé va adapter aussi son système. Après, faut voir. Effectivement, tu as raison. Si Kylian Motet est peut-être pas là, il y a des armes qui manquent. Pourquoi pas, effectivement. Ça veut dire que ça casse quand même cette fameuse ligne dont on a loué les qualités avec Stolberg et Dernay. Donc, c'est pas avec Jörg Walzer, Rossi que tu peux dire que tu vas prendre le dessus sur Genève. Et en plus, ils ont récupéré une bonne partie de leur suspendu. Il en reste encore, évidemment, Mercier et Ria, mais on a vu que Genève pouvait faire sans eux. Et sinon, en choix numéro 2, ce serait quand même Lausanne à Ambry, parce qu'on a vu le contingent d'Ambry, c'est pas simple. On a vu, alors là, je suis sur le site Jouesport, cette cote existe déjà, Lausanne est à 2-1. On a vu quelques sorties de quarantaine où ça s'est vraiment bien passé pour l'équipe, parce que tu as un boost d'énergie, retour à la compétition, etc. Il faut voir avec qui. Le problème, c'est qu'on va prendre le pari avant. Ouais. Donc, on va essayer de se renseigner aussi avant de prendre le pari. Si je prends Lausanne, c'est quand même que les indications en provenance de la Vaudoise Arena sont bonnes sur qui va être présent et dans quelle forme. Mais ouais, peut-être Lausanne, peut-être Genève. C'est mes deux idées. On va traquer les tweets de Jérôme Renard. Ouais, ou faire des coups de fil nous-mêmes. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors, on l'a cité de nombreuses fois. On passe à Genève, mais ce coup-ci sous l'angle Grenat, avec cette victoire contre, en étant décimé, peut-être pas décimé, mais avec 2-3 gaillards en moins contre Zurich. La belle histoire, Guillaume Asselin qui marque en prolongation. Le succès donc à Fribourg. Là aussi, on en a parlé, donc on va peut-être se concentrer sur ce match de mardi à Zoug, défaite 5-3. Mais quel match. Honnêtement, j'ai écrit dans mon texte, je pense qu'on peut dire sans sourciller que c'était un top 3 cette saison. Vraiment. As-tu vu tous les Davos Langnau de la saison pour dire des choses pareilles? Non, monsieur, ça donne son avis. Ouais. Mais vraiment, intensité, rythme, engagement, pas de grosses fautes. C'est très drôle d'ailleurs en parlant de pas de grosses fautes, c'est que, pour tout dire, Stéphane Rochette a mis en avant un jeu de Gregory Hoffman qui aurait pu se terminer, je crois que c'était contre Daniel Winnick, derrière la cage de Gauthier Desclus, qui aurait pu se terminer comme Marc Vizère et Martinson, ou comme d'autres vilaines charges qu'on a vues ces derniers jours. Et Gregory Hoffman est arrivé, et plutôt que de le pousser, il a posé ses gants dans le dos, et il l'a accompagné contre la bande, sans faire mal. Et je me disais, waouh, en direct. Et lui, il est revenu dessus, et je trouvais que c'était super qu'on ait vu, en fait, j'étais content d'avoir vu la même chose qu'un spécialiste comme Stéphane, de dire, waouh, super jeu de Gregory Hoffman, qui n'a pas poussé le joueur. Et ça allait dans le cadre d'un match où un match à Ambry ou Genève où il y a eu des bastons, où il y a eu toutes ces suspensions, ces pénalités. Là, finalement, il n'y a pas eu tout ça. Et quand ça joue, moi, les triangulations genevoises, les triangulations zougoises, on les connaît. Mais vraiment un match haute intensité, haut niveau, quel régal. Ouais, complètement. Et je pense qu'on peut gentiment tomber d'accord sur le fait que Jan Kovar est le meilleur joueur du championnat, ou bien? En tout cas, il fait clairement partie. Top 3 comme les Davos Langnau. Ouais, moi, tu sais, toujours le meilleur. Je me dis que c'est vrai que Stolberg, des fois, on se dit l'influence de Kovar
tous les soirs. En fait, il est au niveau que je l'attendais et que les statistiques l'attendaient la saison dernière. J'avais fait j'avais fait des projections sur Oui. le rendement des joueurs étrangers quand ils débarquent en Suisse. Et selon ce qu'il avait fait ailleurs, en KHL notamment et principalement, Kovar était attendu à plus de 60 points sur 50 matchs. Et ça ne s'est pas passé. Il a fait une saison à 50 matchs, 45 points, ce qui est déjà plus que correct. Mais j'avais trouvé ça assez décevant. Là, il a 28 matchs, 30 points depuis le début de saison. Donc, il est à plus d'un point par match. Il n'est pas vers les 60 encore, sur 50. Donc, il y aura 52 matchs. Donc, il faudra aussi un tout petit peu pondérer pour faire pour 50 matchs. Mais au-delà des bêtes points, je trouve qu'il a une influence sur le jeu. Et tu vois, Gregory Hoffman et Kovar se trouvent tout le temps sur la glace. C'est drôle, ils ont été séparés un temps. Ils ont été séparés 2 matchs, je crois. Puis Tangnes a dû ou 3 matchs peut-être. Non, c'est pas vrai. Non, il avait Saint-Hilaire comme centre. Complètement. Je dis une bêtise. Mais là, ils sont de nouveau ensemble. Et le game-winning goal, c'est quoi? C'est Kovar qui dévie un tir de Hoffman. Et une passe de Marchini. Ça, c'est le 5-3. C'est Stadler. Oui, d'accord. Oui. Ça, c'est le 5-3. C'est Hoffman sur passe de Kovar, le 5-3. Mais le game-winning goal, c'est Kovar qui est bien placé. Qui dévie. Ouais. Qui va faire le gros devant des clous. Et puis voilà. Après, une fois que Hoffman, il sait où il faut mettre le puck parce qu'il sait que Kovar est là. Et puis voilà. Moi, ce joueur, j'adore le voir. Et j'étais à l'entraînement à Zug lundi et j'ai pu parler après l'entraînement avec 2-3 joueurs. Toujours un plaisir de bosser à Zug, soit dit en passant. C'est probablement le meilleur service de presse de la ligue. Il faut aussi le dire. On est assez accouiné quand c'est difficile de faire notre métier. Zug et Zurich, c'est un régal à chaque fois. Tu demandes Hoffman, Diaz, le coach et le directeur sportif. On dit ouais, volontiers. Tu veux encore pas 1 ou 2 personnes ça non, c'est bon, merci. En Chine, en Suisse romande, des fois, il y a des clubs où c'est plus difficile. Aujourd'hui, il ne veut pas parler. Non, un régal, Zug. Et voir l'entraînement, juste l'heure d'entraînement, ils ont fait un entraînement très, très court. Ils ont même fait 50 minutes. Il y avait une intensité sur cette glace. C'était très, très, très impressionnant à voir. Et moi j'adore voir cette équipe de Zug. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, on revient sur Genève dans pas très longtemps. Comme on disait tout à l'heure, est-ce que ça peut aller au bout en play-off? C'est jamais allé au bout depuis 1998. Ils ont craqué quand même quelques fois. Finale perdue contre Berne. Il y a cet historique zougois de craquer, mais là, ils sont à plus de 2,3 points par match. Donc là, c'est historique, ce début de championnat zougois. C'est le meilleur. S'ils tiennent la moyenne jusqu'au bout, honnêtement, bon courage. C'est le record de points dans l'histoire. Et ils sont à ce point bons. Et aussi, Genève, d'être resté dans le match longtemps contre cette équipe zougoise-là, ça prouve aussi la qualité des Genevois, même si au bout du compte, ils ont perdu. Un joueur qu'on a beaucoup aimé. Alors, je ne veux pas faire de la redite parce que tu l'as identifié il y a quelques semaines. Je dirais même début 2021, c'est Tanner Richard, très 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 utile. Avec Vermin, à un moment, il y a eu 2-3 triangulations. Alors, on a l'habitude des triangulations, notamment le but d'Eric Fer avec Omar qui attend, qui donne à Tom Ernest, qui se laisse glisser dans l'arrondi pour remettre quasiment tout de suite à faire. C'était magnifique. Et il y a eu plusieurs triangulations genevoises. Mais au-delà de ça aussi, vraiment, Tanner Richard, hyper efficace, cette ligne avec Rod et Vermin qui a de l'énergie. Mm-hmm. C'est clairement une ligne qu'on peut imaginer tenir toute la saison. Et... Je croyais que tu allais dire qu'on peut imaginer au championnat du monde. Oui, alors je te dirais que le championnat du monde, pour moi, là, c'est vraiment secondaire. Hein, même si peut-être on ira, on ne sait pas. Mais s'il faut continuer à jouer en play-off et puis pas aller au championnat du monde, on était tous d'accord pour dire, enfin tous... nous deux, toi et moi, à l'unanimité de Coldfax, voilà, qu'on s'en fichait finalement de savoir qu'on envoyait des joueurs de Rapperswil qui feraient très bien le job et tout. Mais Richard, Vermin, Rod, c'est très très solide. Et en play-off, je me dis que l'intensité d'un Richard avec ce côté un peu nord-américain, Rod, on le sait, il est tout le temps présent. Vermin, c'est pas le dernier, donc ça va très très vite cette ligne, je trouve. Ouais. Et c'est beau à voir jouer, c'est intéressant. Cette association m'a l'air tellement naturelle quand tu vois la construction de la ligne, comme on en parlait la semaine passée, que c'est étonnant. Vu les profils. Hein. Ouais, complètement. Et c'est étonnant que ça ne se soit pas fait plus tôt. Mais aussi parce que l'association Omar-Vermin était tellement immédiate et instantanée en début de saison que tu te dis, pourquoi changer ? Mais tu as totalement raison. Richard, 19 matchs, 11 points.
En termes de but, il est quasi en train de faire ça. Il est sur les bases de sa meilleure saison. Parce que c'est vraiment un passeur, lui. C'est un passeur, mais c'est là, un fabricant de jeu. il amène aussi ça. Et là, il marque un but à Zug. Il a déjà 5 buts en 19 matchs. Il a été en plus blessé à un moment, donc il a besoin d'un petit peu de temps pour revenir. C'est un renfort, en fait, pour Patrick Aymon. Tanner Richard, en fait, durant cette intersaison, il a eu le renfort de Tanner Richard. Parce que on va pas se mentir, la saison dernière, c'était vraiment pas simple. Il était pas bon. Alors oui, il a sa vingtaine de passes décisives. C'était Richard Tanner, c'est ça? C'était ça, ouais. Alors exactement. Il a sa vingtaine de passes décisives. Mais quand tu sais que c'est un de tes joueurs suisses les mieux payés, c'était pas tolérable qu'il soit à ce niveau-là durant toute la saison. D'ailleurs, on avait parlé sur le trading block un peu de. Oui. Le nom était sorti comme quoi, et c'était pas anodin. Puis personne n'avait vraiment voulu faire l'effort de trouver un moyen, un terrain d'entente pour l'échanger. C'était pas anodin non plus finalement. Donc là, il prouve qu'il peut être un centre crédible de deuxième ligne dans une équipe du top 6. Il pourrait être centre de première ligne même dans une équipe du bas de classement, genre Berne. Mais non, je rigole. Mais par contre, d'être deuxième centre ou en tout cas jouer dans une ligne à vocation très offensive dans une équipe du top 6, ben oui, il a les épaules, clairement les épaules pour le faire. Super bons engagements en plus. Et on l'a vu contre Zug, cette ligne-là n'était de loin pas ridicule. Après, voilà, tu as le droit d'aller perdre à Zug. En plus, c'est un peu malheureux parce qu'à la mi-match, ils prennent l'avantage par faire. Et juste après, il y a cette espèce de but de raccro de Gross. Oui. Qui aurait pu marquer avec la tête s'il avait pu, en enjambant Gauthier Desclous. Je comprends qu'on l'accorde. J'aurais compris qu'on ne l'accorde pas non plus. Ouais. Mais je comprends complètement que ce soit accordé. Puis derrière, il y a ce but de Kovar 39-10 qui fait vraiment, vraiment mal. Et Genève n'a pas eu les moyens ou n'a pas su se relever. Mais c'était vraiment un match ultra plaisant. Je pense que pour le spectateur ou le téléspectateur qui n'a pas de favori, qui n'est pas un supporter grenat, il a pris du plaisir à avoir un super match de hockey. Moi, je suis même sûr que les supporters grenats, malgré la défaite, ont vu un super match et sont très contents. Bon, d'ailleurs, tu peux, si c'est une défaite, si les défaites elles viennent comme ça, où tu sais que ton club a été jusqu'au bout contre une équipe aussi forte que Zug, rien à regretter. Hein. Non, mais complètement. Et surtout, ça montre que Genève est à sa place et va même encore normalement passer Fribourg au terme de points par match. Ils sont devant déjà actuellement et juste pas au classement, au point, on va dire. Mais Genève a clairement sa place dans le top 3. Et on avait émis quelques doutes en fin d'année dernière parce qu'il y avait une période qui était difficile. Ce match-là vient aussi valider le bon début d'année et peut-être aussi que certaines habitudes qui avaient été prises sont gentiment en train de s'enlever et que la mise au point en début d'année de Aymon de mettre certains leaders devant la responsabilité, de montrer que oui, c'était bien le début de saison, mais comme ça, s'ils continuent sur la pente qui était la leur, ça allait pas bien se passer. Là, c'est un statement, ce match à Zug. On s'en fout des fois aussi un peu. Je pense qu'ici, à ce micro, on essaye souvent d'aller un petit peu plus loin que le bet score final. Oui. Ce match-là, ils ont montré. Pour moi, c'est un statement. Et malgré la défaite, ils ont vraiment joué un match assez énorme. Je dirais que Zug aussi avait le terme, tu l'as utilisé, c'est de facture ouverte qu'utilisait Dan Tangnes pour rappeler que la plus lourde défaite de Zug cette année, c'était puis la dernière défaite en temps réglementaire, c'était cette 4-0 au Vernet. Et donc, ça fait 2 mois que Zug n'a pas perdu dans le temps réglementaire. C'est aussi là, quand je dis à quel point Zug, ce que j'en parlais avant dans la partie pour Fribourg sur Zurich, qui a mis en place des habitudes. Mm-hmm. Et Zug, c'est exactement ça. Zug a été très, très, très mauvais contre Ambry dimanche. Ils gagnent 2-0. Ouais. Ils peuvent se faire égaliser à la fin de match. Il y a un 5+ match contre Kadono pour avoir balancé Nettinen la tête la première dans la bande. Et ils tiennent, puis dans la cage vide, Simeon passe de Kovar et Hoffman, 2-0, merci beaucoup, on n'a pas eu besoin d'être bon, mais on a gagné. Et ça, c'est le très, 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 très haut niveau d'être capable de gagner ce genre de match en étant franchement pas bon. On verra la suite pour Genève, c'est de jouer notamment 2 matchs contre Fribourg. Vraiment, je me réjouis parce que c'est tellement rapproché que ça va pas... Normalement, aussi rapproché, j'imagine pas une équipe s'en sortir avec... que des victoires. Peut-être que je me trompe,
Mais j'ai de la peine à me dire qu'ils vont pas pouvoir s'ajuster, puis qu'il va falloir trouver peut-être un nouveau moyen pour aller chercher quelque chose. Peut-être. C'est vrai que de battre 3 fois la même équipe en 10 jours, comme ça, c'est très très compliqué. L'équilibre, maintenant, même Moy commence à marquer des buts. Alors, je me moque assez souvent de expected goals de Moy, où il lui faut en gros 2 expected goals pour avoir un goal. Là, celui qui met contre Zug, il est à 0,00 expected goal, un goal. Donc là, ça va lui faire du bien pour sa statistique personnelle, parce qu'en gros, il centre pour Winnick. Winnick, il nous fait croire qu'il l'a marqué quand même. Hein. Enfin, il nous fait croire. Il fait le move comme si le puck lui arrivait, mais en fait, non, c'est le patin de Stadler. Et ben voilà, je pense que ça peut aussi lui faire du bien, vu qu'on sait que c'est un joueur qui marche beaucoup au moral, qui a besoin d'être en confiance. Bah voilà, là il a mis son goal, il a été validé dans cette première ligne après avoir été mis, renlevé, remis, renlevé. S'il peut, on va dire, poursuivre sur ce rythme-là, ça peut aussi être bénéfique pour Genève Servette, qui doit penser à l'après Damien Ria, qui a encore plein de matchs de suspension à purger et qui pourrait partir dans pas très longtemps non plus. Mais ça valide aussi le changement de Patémon, de mettre... Moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir depuis le 2 janvier les statistiques de Winnick, qui est quasiment le joueur le plus prolifique du championnat depuis le début, enfin 2021. C'est d'ailleurs assez amusant de se dire que Omar est pas forcément aussi prolifique, justement, mais par contre, Moy remonte, Winnick remonte, et Omar, le simple fait d'être sur la ligne, on voit que cette ligne, elle fonctionne très bien. Tu parlais de la ligne entre Richard Vermin et Rod, on avait l'impression que ça s'imbriquait parfaitement. Finalement, Winnick, Moy et Omar, c'est assez similaire, j'ai l'impression. Ouais, complètement d'accord avec toi. Et l'équilibre défensif est quand même relativement présent malgré les buts encaissés à Zug, mais tu vois que c'est une équipe qui est bien en place derrière aussi, et devant, les choses se mettent en place depuis le grand brassage du 1er janvier. Et moi je regrette quand même toujours de pas autant voir Miranda en valeur, mais peut-être qu'un jour ça viendra cette saison. On termine avec Bienne, qui a perdu 3-2 contre Davos après prolongation, alors qu'il y avait 2-0 après 2 minutes de jeu pour les Biennois, qui restaient quand même sur une super période, faut le dire. Oui, alors ils ont 3 victoires de suite, donc aucun problème avec... ils ont fait un replacement parfait, ils sont 7e maintenant. Disons que ça aurait fait du bien de battre Davos, parce que... Ouais, ils sont un peu à la lutte aussi. Ils sont à la lutte pour la 6e place, on va dire... Ça fait bizarre, la lutte pour la 6e place. Bref, il faudra qu'on s'y habitue. Ouais, bien a gagné les matchs qu'il devait gagner, en fait, avec cette double confrontation contre Langnau plus Rapperswil dimanche. Le match de Rapperswil dimanche, c'était vraiment pas bon. Mais voilà, quand tu as Rayala qui te met le but qui compte à la toute fin de match, ça change bien des choses. Et Rayala, il avait besoin d'un gros but. Là, c'en était un. Il n'a pas rejoué contre Davos Non. Donc, c'était Komarek qui a pris sa place. Exactement, parce que Lindgren avait été ménagé dimanche pour être prêt contre Davos. Lindgren, apparemment, potentiel commotion. J'ai l'impression que c'est un peu le truc, le trend, malheureusement, à Bienne. Ouais, tout à fait. Mais là, c'est ces matchs bizarres où j'ai l'impression que tu sais que à un moment ou à un autre, quand tu joues contre tes ex, tu pourrais dire il y a 2 buts pour Davos, qui les a marqués, tu dis je sais pas, au hasard, Ulström et Nussbaumer. Oui, exactement, en fait. Et c'est assez étrange, ce genre de phénomène, où j'ai l'impression que ça arrive terriblement souvent. Bien sûr. Et voilà, il y a eu un geste qui a fait un petit peu parler dans le Ceyland à la suite du 2-2 de Nussbaumer, où il s'est tapé la poitrine, il est passé devant le banc biennois, et après il s'est excusé sur les réseaux sociaux. C'est un gamin de 20 ans, no offense, je veux dire. Non, mais complètement. C'est un jeune joueur de 20 ans qui a vécu une semaine, très mouvementée, j'imagine. Les émotions, elles peuvent venir, elles peuvent s'en aller, et puis voilà. Il n'a pas réfléchi, et puis il s'est un peu emballé, le petit, et puis voilà, il s'est excusé directement dans la foulée. Pour moi, j'ai l'impression que c'est pas un gros truc. Mais je pense que dans le Ceyland, je crois que c'est Cyril Page qui disait que sur les réseaux sociaux, que s'il y avait eu des spectateurs, ils ramassaient des piles. Je sais pas si c'était des piles, mais c'était, je crois peut-être sur le plateau de MySport. Mais c'est clair que le fait qu'il y ait personne
à au moins un peu désamorcer 2-3 trucs, parce que je pense qu'il y aurait eu des sacrés huées dans la tissoire. Ouais, après, tu aurais encore une trentaine de minutes de match où à chaque fois qu'il rentre sur la glace. Ouais, ça puis il se fallait passe. ramasser les trucs. Ouais, non, t'as raison. Ça, c'est... Alors, on va pas faire un plaidoyer pour les matchs sans spectateurs, Non. hein, ce serait pas une bonne chose. Mais oui, là, effectivement, ça a désamorcé le truc, comme tu dis très justement. Non, mais enfin, voilà, c'est une erreur de jeunesse. Et puis, Il y a pire, je crois que. Oui. Après, effectivement, moi, je comprends que ce soit pas correct et que ça puisse être mal vu. Mais bah voilà, il a vécu un début de saison très difficile. Il était placé au bout du banc par Lars Leuenberger. Il était presque envoyé en Swiss League. Voilà, il avait envie d'un nouveau départ. Il a eu ce nouveau départ. Ça se passe bien depuis qu'il est à Davos. Et ça, c'est super. T'as un jeune roman qui a des responsabilités, à qui on fait confiance. Exactement. C'est tant mieux. Il le refera plus, je pense. Là, il a dû se faire taper sur les doigts à la fin du match. Puis il le refera plus. Je pense que lui, à mon avis, il est déjà passé à autre chose. Et je pense qu'il faut déjà passer à autre chose. Autre chose, c'est de revenir à Bienne. Oui. Bienne a ce luxe, justement, d'avoir 5 étrangers, effectivement. Et Komarek, quand il joue, il est vraiment bon, ce joueur. Moi, j'aime bien le voir. Et là, comme on disait, Lindgren a commotionné ou potentielle commotion. T'es content d'avoir 5 derrière. Hein, parce que bien avec les blessures, avec Brunner qui est out, avec Hofer qui n'est pas ça là. fait longtemps, ouais. Si t'as pas cette cartouche supplémentaire, ça devient vraiment difficile. Donc, On a vu Gillian Colère aussi avoir une bonne passe. Il a encore remarqué un deuxième but. Ça faisait 2 buts en 2 matchs. Oui. Toujours bien d'avoir ces jeunes-là. C'est drôle, hein. On voit Nussbaumer qui part, Gillian Colère qui marque. On l'a aussi dit, d'avoir 5 jeunes, parce qu'on a parlé de Stempfli, on a parlé d'autres jeunes aussi. Tu peux pas tous les mettre en lumière. Non, finalement. c'est juste. C'est pas possible. Il y a trop de paramètres. Donc, voilà, la colère, c'est comme si Nussbaumer, et pourtant c'est un de ses potes, ça lui a libéré de l'espace pour se mettre en valeur. Et puis Nussbaumer réussit à se mettre en valeur du côté de Davos. Pour les joueurs, finalement, si on fait abstraction des maillots, c'est tout bonus pour eux, parce qu'ils peuvent se développer. Ouais, complètement. Peut-être qu'aussi, il y a cet aspect, justement, on les comparait tout le temps. Colère et Nussbaumer, c'est les 2 jeunes qui viennent dans la première équipe. Ouais. Roman. Ouais, voilà. Puis t'as un peu l'émancipation des deux qui va pouvoir être possible, effectivement. Et je pense que finalement, on en parlait au moment de l'échange, que finalement, ce serait bénéfique pour tout le monde. Ischier à Bienne, moi, j'aime bien ce qu'il apporte depuis qu'il est là. Il a cet impact, cette vitesse, ce jeu physique qui peut de temps en temps un peu faire défaut à Bienne. Et il fait beaucoup de bien depuis qu'il est là. Il a trouvé sa place très rapidement. Et ouais, on parlait d'échange win-win. Je pense qu'on est en plein dedans. Hein. Et Van Pottelberger aussi, parce qu'il est en train de faire un stretch, je sais pas comment dire, une bonne série. Voilà, une bonne série. Très, très solide. Le match contre Rapperswil de dimanche, c'est Van Pottelberg qui le gagne. Il faut être clair. Il peut presque parler du match qui vole, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il a fait tellement de gros arrêts. Il a à un moment presque dégoûté Rapperswil. Et il y a une scène qui m'a clairement fait penser à ça. C'est Vetter qui se retrouve quasi seul face à la cage vide. Et normalement, c'est goal, quoi. Il doit bien, s'il reprend normalement le puck, c'est au fond. Et il voile un peu son shoot où il tape par terre. Et voilà, le puck, il part pas bien. Il glisse gentiment vers le but, puis Van Pottelberg arrive à revenir. Et il y a vraiment cet aspect, je pense qu'il s'est dit... Enfin, il est dans la tête du joueur hein, à ce moment-là, Van Pottelberg. Et ouais, il a réussi à dégoûter Rapperswil. Donc, la série qu'il est en train de vivre est effectivement excellente. Et on parlait la semaine passée, le discours n'a pas changé. Là, maintenant, c'est accueil de Rapperswil à Ambry, à Rapperswil. Ouais, après, c'est contre Berne. On a oublié que Berne est une équipe du championnat depuis le temps, mais ils seront encore là. Oui, de temps en temps, vous verrez. Ils sont invaincus depuis 3 semaines, comme tu avais dit l'autre fois. Exactement, la série continue. Bonne série, bien. Mais alors, sans être dépréciatif, c'est une série où normalement, là, Bienne doit mettre des points au chaud. Complètement. C'est le moment où tu dois profiter de montrer que tu fais partie intégrante du top 8 et que tu vises clairement le top 6, parce que la 6e place est atteignable. Exactement, mais là, alors on va pas aller trop vite en besogne non plus, mais là, cette victoire contre Rapperswil permet à Bienne déjà de s'éloigner des places 9, 10, 11, 12, ce qui n'est pas perdu. Et effectivement, en 3 matchs qui viennent, si tu arrives à mettre 6-7 points au chaud, tu as
un moyen de commencer à recoller, passer Davos et de recoller sur les 3 autres romans finalement. Ouais, et sur Lugano aussi, en tout cas, qui est dans, dans ce mou dans le tableau, et ventre mou. Lugano est plus dans le dur que dans le mou. Mais en ce oui, moment, c'est ça. par contre. Mais Lugano a beaucoup de problèmes, donc il faut profiter aussi de cette mauvaise passe des Tessinois pour pouvoir repasser devant et prendre un peu le large. Allez, un petit pronostic sur Lugano. Tu dis à la fin de la saison? Non, je pense que Serge Pelletier, le 25... au prochain épisode, il n'y a plus Serge Pelletier à la bande. Ok. C'est mon pronostic du jour. Ouais, c'est pas impossible. Il a un contrat qui court jusqu'à la fin de la saison. Donc, et je pense qu'il va partir. Je pense qu'à l'interne, dans le vestiaire, c'est vraiment compliqué. Les joueurs sont pas contents. On plus vraiment l'aspect pompier qui a fonctionné en fin de saison dernière et pas du tout là en ce moment. Les joueurs en ont un petit peu marre de ce que j'entends. Donc des joueurs veulent s'en aller et c'est pas une bonne situation apparemment. Tout ce qui concerne, on en a beaucoup parlé en Suisse romande, mais on n'en a pas parlé du cas Tessinois, mais tout ce qui concerne les baisses de salaire, c'est pas tout réglé là-bas non plus, ce qui aide pas. Reto Souri a été annoncé à Zug. Il y a beaucoup de petites choses qui sont en train de grincer du côté de Lugano, puis habituellement, on sait quel fusible va sauter. Donc je vois bien ne plus avoir Serge Pelletier d'ici mercredi prochain. Si ça se trouve, ça va tomber dans l'après-midi, et puis quand vous écoutez, c'est déjà fait, mais j'ai pas cette info par contre. On voulait faire un épisode beaucoup plus court que d'habitude, alors on a juste fait plus court que d'habitude. Non, mais moins d'1 heure, c'est bien. Voilà, mais c'est pas un objectif en soi, hein, mais c'est un tout petit peu plus court cette fois. Fin de l'épisode 17 de Colfax, le 8e consécutif sans Lausanne à peu près, il me semble. Je me réjouis de reparler de Lausanne, il me semble qu'on parle que des 3 autres romans. Si tout se passe bien, la semaine prochaine, on pourra parler du Lausanne HC. D'ici là, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, nous écouter, YouTube, SoundCloud, Spotify. On est présent un petit peu partout. Continuez, on adore interagir avec vous lorsqu'on le peut et on se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine. Bonne semaine.